Et si Napoléon avait gagné à Waterloo? À quoi ressemblerait la France, le monde? Est-ce que tout aurait changé ou pas? Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs chronologies alternatives pour comprendre ce qui aurait pu se passer. Et parmi les scénarios, certains seront glorieux pour la France et d'autres au contraire moins glorieux, permettant même de se dire que c'était une bonne chose pour la France et l'Europe cette défaite. Avant toute chose, je vous partage le partenaire de la vidéo. Supremacy WW3 est un jeu de stratégie joueur contre joueur en temps réel et gratuit. Dans ce jeu, vous choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du XXIe siècle. Durant une partie, vous pouvez affronter jusqu'à 128 joueurs et une partie peut s'étaler sur plusieurs semaines. Créez une armée avec vos nombreuses unités, puis ensuite créez des alliances avec d'autres pays avant de vous lancer à la conquête du monde. Puis à vous de lancer votre stratégie pour gagner des batailles épiques et prendre le contrôle de nouveaux territoires. Pour moi, le plus intéressant, ça reste le côté diplomatique, car si Napoléon restait au pouvoir après 1815, tout aurait dû se jouer sur la diplomatie, sur l'idée de rassurer les autres pays que la France arrêterait d'être belliqueuse. Et comme dans tout jeu de stratégie, plus on peut interagir avec les autres joueurs pour créer des stratégies communes, et plus le jeu devient passionnant. Dans ce cas, vous pouvez discuter, faire des pactes de non-agression, des alliances et même des trahisons. Bref, comme dans la vraie vie. Vous pouvez jouer sur PC ou mobile avec le même compte. Inscris-toi dès maintenant à Supremacy World War 3 via notre lien dans la description ou le commentaire épinglé et reçois gratuitement le bombardier d'élite de la nouvelle saison, valeur environ 25$, un avantage stratégique énorme dès le début de ta conquête. Mais fais vite, l'offre n'est valable que pendant 30 jours. Tout d'abord, un petit contexte historique. Napoléon arrive au pouvoir en France en 1799 en tant que consul puis se proclame empereur en 1804. Et pendant son pouvoir, il va mener de nombreuses guerres qui sont dans la continuité des guerres de la Révolution française. Les autres pays d'Europe sont obligés de faire des coalitions pour lutter contre cette France qui décide de conquérir ses voisins. Première coalition, deuxième coalition, troisième coalition, quatrième coalition, cinquième coalition, bref, entre 1793 et 1809, la France arrive à battre 5 coalitions de pays européens. Victoire sur victoire. Et ensuite vous connaissez la suite. Napoléon tente une invasion de la Russie en 1812, c'est un échec. Suite à cet échec, les pays européens font une 6e coalition et gagnent contre la France en 1814. Napoléon est exilé, mais Napoléon revient en 1815 et les pays européens forment une 7e coalition pour gagner à nouveau lors de la bataille de Waterloo, et ainsi de suite. Bref, il y a plein de petits moments où on pourrait se poser quelques questions du chronie. Chapitre 1. Napoléon arrête de faire la guerre en 1809. En 1809, la France gagne contre la 5e coalition de pays européens. Et maintenant, on va s'imaginer qu'elle se calme et qu'elle évite de lancer d'autres guerres. C'est sa tentative d'invasion de la Russie qui a tout fait échouer. Bref, imaginons que la France ne fasse rien, il se passe quoi? Eh bien la France a réussi à créer de nombreux États satellites, ces petits États permettent de protéger ses frontières, mais il y a plusieurs mais. Premièrement, l'armée française reste affaiblie. Les campagnes ont été bien vidées, puisque la main-d'œuvre a été utilisée pour faire la guerre, et les dépenses ont été nombreuses. La France est donc dans une situation victorieuse, mais pas pour longtemps. Afin d'assurer ses arrières, surtout face au Royaume-Uni, pays intact, la France a mis en place un blocus. On ne peut plus marchander avec ce pays, le Royaume-Uni est isolé. En réalité, le Royaume-Uni s'en sort plutôt bien. Le pays a participé aux guerres, mais sans perdre beaucoup de soldats. Les soldats envoyés sur le continent n'étaient pas si nombreux. De plus, lors des batailles navales, le Royaume-Uni s'est très bien débrouillé contre la France. Ce pays reste une menace, mais heureusement pour la France, il y a un embargo. Mais cet embargo est contourné. Il existe de la contrebande entre l'Europe et le Royaume-Uni, puis aussi tout un commerce avec les États-Unis et ses colonies. En fait, l'embargo n'affecte que peu le Royaume-Uni, et ce dernier peut continuer à financer sa marine et les armées ennemies de Napoléon. À côté de cela, l'Espagne est en proie à la guerre civile, c'est la guérilla. Ce n'est pas une armée régulière qui s'en prend aux forces pro-françaises, mais des unités irrégulières qui font de petites embuscades dans une guerre de harcèlement. Cette guérilla est financée par le Royaume-Uni et est coûteuse pour la France. Donc même si la France reste tranquille sans envahir la Russie, elle a ce problème de l'Espagne. Soit elle lâche l'affaire, ce qu'elle n'a pas fait dans la vraie vie, soit elle continue de s'embourber dans ce conflit coûteux. Alors quand la Russie commence à commercer avec le Royaume-Uni, alors qu'il y a un blocus continental, la France doit intervenir. Si elle n'intervient pas, elle sous-entend que ce blocus continental est fictif, et qu'il n'y a aucune représaille si on ne le respecte pas. Donc imaginons que la France ne fasse rien. Elle laisse la Russie commercer, elle laisse l'Espagne en proie à la guérilla, l'Espagne est libérée, la France économise de l'énergie dépensée à combattre, elle peut se concentrer sur ses États satellites, mais en libérant l'Espagne, elle peut donner l'idée à d'autres révoltes. Le Royaume-Uni peut les financer aussi, on ne sait pas. Puis il y a les idées nationalistes qui peuvent avoir lieu sur les territoires non francophones. Et puis, si la Russie peut librement commercer avec le Royaume-Uni,
Pourquoi pas les autres pays? Bref, la situation de la France s'affaiblit. En gros, il se peut qu'au fil des décennies, on reprenne un cours de l'histoire assez similaire au nôtre. La France dispose d'un grand prestige en Europe, mais s'affaiblit pour récupérer celui d'avant. Après tout, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la France reste un pays extrêmement prestigieux militairement. Mais malgré tout ce prestige, la France de Napoléon aurait perdu un point essentiel. On va le surnommer le gros problème, mais on le verra après. Regardons un autre scénario dans lequel la France gagne à Waterloo. Chapitre 2, Waterloo. Revenons dans notre réalité où Napoléon a continué à combattre la guérilla et est parti en expédition en Russie. Napoléon perd ensuite contre la 6e coalition en 1814 et est envoyé à Elbe. Napoléon revient en 1815 en France, il monte à Paris, relance son armée et part pour la Belgique. Dans notre réalité, Napoléon perd à Waterloo. Tout le monde le sait. Mais dans cette histoire alternative, il gagne. Et ensuite, la France maintient son statut, elle garde la Belgique, mais elle doit s'arrêter là. Elle n'a pas les moyens d'aller plus loin. Ce que doit faire la France, c'est maintenir son statu quo, renforcer les États satellites, donner des territoires aux pays ennemis pour créer des alliances et relancer un blocus continental contre le Royaume-Uni. Cependant, à Waterloo, la France n'a vaincu que le Royaume-Uni et la Prusse. Il reste la Russie et l'Autriche qui ont encore leurs armées. La France n'a plus les moyens de refaire une guerre contre les deux autres puissances. Soit Napoléon est gourmand et décide de tenter de les battre, ce qui est peu probable, soit il mise sur la diplomatie. Bref, la France sort victorieuse mais avec plutôt un statu quo. Il n'y a que peu de changements, mais le congrès de Vienne avait déjà été entamé à la suite de la première défaite de Napoléon en 1814. Napoléon pourra négocier à ce congrès et imposer certains de ses désirs, voire tenter de mettre certains alliés les uns contre les autres. L'objectif de la France est surtout de retarder toute nouvelle coalition. Bref, la paix est instaurée en Europe, au moins pour quelques années. La France napoléonienne se maintient avec ses territoires assez limités. La Wallonie est intégrée à la France, mais au nord de Waterloo, les territoires restent néerlandais. Mais les anciens États satellites ont été démantelés juste après la première défaite de Napoléon. Il ne reste donc plus grand chose pour une grande France, si ce n'est la Wallonie. Mais il reste toujours ce qu'on appelle le gros problème. Et maintenant, on va voir ce gros problème dans le chapitre suivant. Chapitre 3, gros problème. Alors, quel est ce fameux gros problème qui concerne la France napoléonienne? Il est simple, c'est la dictature. Napoléon, au pouvoir, est un dictateur. Et il se peut qu'il aurait empêché tout progrès social en France. La liberté d'expression n'aurait pas évolué, et ça aurait empêché la France de progresser dans de nouvelles idées ou de développer une véritable littérature ou médias. Ce retard se serait accentué face au Royaume-Uni ou les États-Unis bien plus libéraux. En France, on peut dire que sous Napoléon, la censure est stricte. Napoléon veut tout contrôler et tout centraliser. Ça empêche un quelconque développement littéraire. Ensuite, la liberté d'expression se développe progressivement en fonction des régimes politiques. La Restauration propose un peu plus de liberté, la monarchie de Juillet encore plus, la Deuxième République en 1848 la rend constitutionnelle, mais quand Napoléon III se proclame empereur en 1852, il remet en place la censure, comme à l'époque de son oncle. Donc même dans un scénario sans Napoléon, la France reste plutôt autoritaire, mais avec quelques ouvertures libérales. Heureusement, dans ce scénario qui est notre vrai monde, il y a la Belgique qui est indépendante. Cette dernière, francophone, a permis la publication d'ouvrages qui n'auraient pas pu l'être en France. La Belgique a donc servi de continuité démocratique pour la francophonie. De plus, contrairement à la Suisse, la Belgique avait une véritable industrie de la publication. Mais les deux pays ont permis le développement des idées démocratiques dans la langue française, et ensuite vers la France, même à l'époque dictatoriale. Cela veut dire que dans un scénario de Napoléon victorieux, ce dernier serait resté au pouvoir plus longtemps, tout en possédant la Wallonie, et aucune liberté de la presse francophone n'aurait pu réellement se développer. Sans les idées qui vont avec, retardant la France sur de nombreux points par rapport aux pays anglo-saxons, bref, d'un point de vue intellectuel et culturel, la France aurait eu un gros retard, et il aurait fini par se ressentir à la fin du 19e siècle, surtout si la dynastie napoléonienne continue. Peut-être que la France aurait fini comme la Prusse ou la Russie. Chapitre 4, scénario où tout réussit pour la France. Maintenant, nous allons vers un scénario très improbable où tout réussit pour la France grâce à Napoléon. En 1815, Napoléon gagne largement contre les Britanniques et Prussiens. Ensuite, il gagne contre les Autrichiens et les Russes. Il arrive à envahir la Grande-Bretagne et lui impose un gros embargo. Les États satellites sont remis en place et le système napoléonien est imposé partout en Europe. À cela s'ajoute une alliance avec les États-Unis où la France se considère digne héritière des idées révolutionnaires. Vu que nous sommes dans un scénario parfait, à partir de 1820, Napoléon met en place une politique libérale en France, démocratisant le pays. Certains territoires sont francisés progressivement, notamment le département de Barcelone, celui d'Amsterdam ou encore de Gênes. La langue française devient la langue administrative de nombreux pays, notamment dans les États allemands et italiens. La liberté de la presse permet une grande avancée des idées en France et en Europe, mais l'hégémonie culturelle reste sous domination française et francophone.
Ailleurs dans le monde, les colonies britanniques ne peuvent plus se développer. Le Canada est annexé par les États-Unis, avec l'accord de la France, mais le Québec devient un dominion français en échange. Avec un accord avec l'Espagne, la France récupère quelques colonies britanniques dans les Caraïbes, l'Espagne via Cuba prenant le reste. Cela permet à l'Espagne de compenser ce qu'elle a perdu pendant les guerres d'indépendance en Amérique du Sud. En Inde, la colonisation britannique s'est bien développée, il y a des compagnies britanniques sur place. La France préfère laisser les Britanniques dans la région et ne s'en occupe pas, trop compliqué d'avoir une autre guérilla à gérer. Le Royaume-Uni reste un État indépendant, mais affaibli et dont l'économie est contrôlée par la France. Cette dernière a réussi à mettre les alliés les uns contre les autres, en leur proposant des avantages, chacun de leur côté. Une grande union d'États allemands pro-français sont présents et permet de garder un œil sur les deux autres puissances allemandes que sont la Prusse et l'Autriche, et ce, évitant une unification allemande future. En ce qui concerne l'Océanie, le Royaume-Uni avait entamé une colonisation de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La France propose un accord avec les Pays-Bas pour coloniser les territoires, évitant une autre influence anglo-saxonne dans la région. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, la France aide les Pays-Bas, État allié, à remettre la main dessus. En 2025, le monde a bien changé. La Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Zélande sont deux nations néerlandophones en Océanie. Le néerlandais est désormais la langue la plus parlée de ce continent insulaire. L'Afrique du Sud est aussi un pays où le néerlandais domine. En ce qui concerne le reste de l'Afrique, elle est surtout tiraillée entre les pays de langue française et ceux de langue néerlandaise. Les États-Unis, devenus une grande puissance, ont permis l'émancipation de la sphère anglo-saxonne. Les Britanniques se sont concentrés sur la colonisation indienne et n'ont pas osé aller au-delà, limités par la colonisation russe et la toute-puissance néerlandaise sur les mers. Il n'y a pas vraiment de langue européenne qui s'est plus s'imposer que les autres. Le français reste la langue diplomatique de facto, et ce malgré la puissance des États-Unis. En effet, en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Inde, l'anglais n'est pas vraiment parlé. Merci à Supremacy WW3 d'avoir financé la vidéo. Jeu de stratégie joueur contre joueur en temps réel et gratuit. Inscris-toi dès maintenant à Supremacy WW3 via notre lien dans la description ou le commentaire épinglé et reçois gratuitement le bombardier d'élite de la nouvelle saison, valeur 25$, un avantage stratégique énorme dès le début de la conquête. Mais fais vite, l'offre n'est valable que pendant 30 jours.